Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19. Je vous dis donc bonjour. Je suis donc monsieur Étienne Tondou, professeur de sciences physiques. Et donc pour ce cours, le cours de ce jour, on va donc attaquer le troisième module sur les solutions aqueuses, acides, basiques et neutres. Mais spécialement ici, nous allons parler des réactions acides-bases, nous permettant pour appliquer la notion de dosage, donc l'application même de ces notions-là, sur les acides, bases, tout consort. Alors donc, sans tarder, nous aurons besoin dans ce cours, nous aurons besoin dans ce cours de maîtriser ce que vous avez déjà fait, notamment la notion de couple acide-base, la notion de force d'un acide et d'une base, notamment le calcul de la constante d'acidité. Ça va? Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, notre leçon, comme j'ai dit, réaction acide-base et les applications sur les dosages. Donc, au premier point, sujet 1, nous allons commencer par la réaction entre un acide fort et une base forte. Une base forte. Alors, je disais tout à l'heure que nous allons nous appuyer sur la force, la force d'un acide ou d'une base. C'est bon? Alors, déjà sur la notion d'acide fort, qui peut me donner un exemple d'un acide fort que vous avez déjà vu? Oui? L'acide chlorhydrique. Donc, de formule moléculaire HCl. Quoi d'autre? Oui? L'acide sulfurique. De formule moléculaire H2SO4. Il y en a d'autres? Oui? L'acide nitrique. C'est déjà suffisant. On a aussi l'acide phosphorique. Et ainsi de suite. Comme l'acide bromique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par acide fort? Qu'est-ce qui peut nous permettre de définir, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que nous entendons par acide fort? Oui. Un acide est dit fort lorsque sa réaction est totale dans l'eau. Totale dans l'eau. Sa réaction est totale dans l'eau. Qui dit ça correctement? Oui. Lorsqu'il se dissocie
totalement dans l'eau. Ça veut dire que, si je prends un exemple ici, l'acide chlorhydrique, dissociation dans l'eau, c'est une réaction totale. Et symboliquement, au niveau de la flèche, c'est une seule flèche, donc dans un seul sens. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne H3O+. Vous voyez? H3O+, plus l'ion chlorure. Voilà. Donc, nous sommes ici en solution aqueuse, parce que si nous revenons à la définition d'un acide, selon Brosteel, qu'est-ce que vous avez retenu? Selon Brosteel. Oui? Il dit qu'un acide est une entité capable de céder un proton. Voilà, céder un proton. Et on peut l'expliquer simplement. Il y a un mécanisme réactionnel qui se passe ici, de telle sorte que cet acide cède un proton H+, absorbé par l'eau, et ça nous donne l'ion hydronium. Et il restera donc les ions chlorure dans l'eau aussi, sous cette forme. C'est bon. Alors, donc, on va donc commencer par 1,1. Réaction. Dans le cas de... Voilà. Réaction, on va prendre parmi les 3 acides, réaction de l'acide chlorhydrique dans l'eau. Réaction donc d'acide chlorhydrique dans l'eau. À la ligne. Ça va? Vous êtes à la ligne? Oui, monsieur. Voilà. C'est une réaction totale. C'est une réaction totale. C'est une réaction totale donnant les ions hydronium et les ions chlorure dans la solution. C'est une réaction totale donnant les ions hydronium et les ions chlorure dans la solution. Selon l'équation, 2 points, vous prenez cette équation. Oui. Dans le cas d'ici, le H2O représente base forte. Tout à fait, puisque nous sommes dans les réactions acide-base. Ici, l'acide, c'est l'acide chlorhydrique. La base, nécessairement, c'est l'eau. Ça va? Oui. Alors, ici, vous savez que c'est une réaction totale. Donc, les molécules d'acide chlorhydrique disparaissent totalement. Totalement. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque le proton est capté, si nous prenons la formule moléculaire déjà dans la solution, on peut aussi écrire que c'est c'est ça, H3O+, plus Cl- en solution. C'est ça, en solution. Plus l'eau, ce qui nous donne donc H3O+, plus Cl-. C'est bon? Alors, ces ions, les ions Cl- sont dits spectateurs. Donc, ne participent pas à la réaction. Sont dits spectateurs. Prenez déjà ce que je vous rappelle. Sont dits spectateurs. Oui?
Ah, c'est que je reprends la question. Ok. C'est bon. Alors, pourquoi je dis ions spectateurs, tout simplement vous les avez au réactif comme vous les avez au produit. C'est clair? Voilà. Oui. Là? Donc, vous voulez savoir comment j'ai fait pour remplacer la molécule de HCl par ceci. Ça va? Bon, je reprends tout pour que vous puissiez bien comprendre. Quand on dissocie donc cette molécule dans l'eau, en fait, ce qu'on trouve là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la solution de chlorure d'hydrogène. Ou tout simplement la solution d'acide chlorhydrique. On peut dire chlorure d'hydrogène comme on peut dire solution d'acide chlorhydrique. Voilà. Cette solution, nous sommes là dans l'eau. C'est clair? Nous sommes dans l'eau. Or, cette molécule n'y étant plus, en face de l'eau, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner donc en fait que les ions Cl- qu'on a déjà qualifié des ions spectateurs, cette solution ou cette équation se réduit tout simplement à l'équation de dissociation de l'eau. À l'équation de dissociation, ou disons l'équation acide-base. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans cette solution, vous avez donc l'ion H3O+, qui représente l'acidité, et l'eau, qui est la base, est représentée par l'ion OH- pour ne donner que 2 moles de molécules d'eau. Parce que les ions chlorure vont totalement s'effacer, parce que, étant ions spectateurs. Et c'est ce qui montre que l'acide chlorhydrique dissocié dans l'eau nous donne une solution où on ne retrouve que de l'eau. On ne retrouve que de l'eau. Or, l'eau, au début, nous avons dit quoi? C'est une solution qui est comment? Quand on parle de l'eau pure, bien sûr. Neutre. C'est pour dire quoi? La réaction entre un acide fort avec une base forte donne une solution neutre, tout simplement. Ça va? Voilà. Donc, ça c'est l'autre reformulation, en disant tout simplement qu'il n'apparaît plus les ions chlorure, donc il faut signaler ça. Les ions Cl- sont dits spectateurs. Donc, ne participent pas à la réaction. Voilà. Vous avez pris note? Voilà. Vous voyez que ça se confond tout simplement à cette solution, donc la réaction acide-base, hein, qui est une réaction totale. Parce que la réaction inverse, c'est ça qui est réversible, donc partielle. On dit aussi que cette réaction, quand elle se déroule, est exothermique. Est exothermique. Qu'est-ce qu'une réaction exothermique? Oui? Une réaction exothermique, c'est une réaction qui libère de la chaleur. Qui libère de la chaleur, qui dégage de la chaleur. Donc, comme a dit l'élève, hein, cette réaction d'un acide fort dans l'eau est une réaction qui dégage de la chaleur.
C'est pour cela qu'il y a un conseil, si à l'occasion d'aller au laboratoire, il ne faut jamais faire l'inverse, c'est-à-dire mettre, c'est-à-dire vous avez de l'eau et vous versez de l'acide dans l'eau. Généralement, on fait l'inverse, parce que ça chauffe tellement que ça peut provoquer donc des brûlures, parce que ça saute. Hein? Quand vous mettez, ça saute. Voilà, à cause de cette chaleur. Donc, c'est une réaction exothermique. Et comme on a déjà dit ça, exothermique, on dit aussi que la solution obtenue est une solution neutre. Donc, pH égale à 7. On le précise toujours à 25 degrés Celsius. Voilà. Ici, 25 degrés Celsius n'est autre que la température du milieu ambiant. Parce que quand nous travaillons dans la salle, la température est proche de 25, entre 23, 24, 25. C'est pour ça que vous verrez dans plusieurs exercices, on vous parlera beaucoup plus de 25 degrés. C'est la température du milieu expérimental. Oui. Maintenant, lorsque par exemple on a deux acides, comment déterminer combien de formes de Deux acides. Vous voudrez dire, vous avez suivi la question, il veut savoir, quand vous êtes en présence de deux acides, comment savoir s'il est fort, celui qui est fort, l'autre qui est faible. C'est ça. Mais déjà, quand vous parlez de deux acides, ça veut dire, ça sous-entend que vous avez quoi? De quoi? Voilà, donc on revient à la notion de couple. Hein? Couple acide-base. Cet acide ou ces deux acides-là ne sont pas seuls. Ils forment donc deux couples. Enfin, je peux dire acide 1, base 1, avec leur constante d'acidité Ka1. Ça va? Et vous avez l'autre acide 2, base 2, avec une constante d'acidité Ka2. Ça va? On vous a dit dans le cours passé que un acide est plus fort que l'autre lorsque son Ka est supérieur, bien sûr. Si Ka1 supérieur à Ka2, acide 1 est plus fort que l'acide 2. C'est tout. Et si on vous a donné, par exemple, le pKa, ça sera l'inverse. Si Ka1 est supérieur à Ka2, c'est que pK1 est, voilà. Donc, ici, on aura pK1 inférieur à pK2, tout simplement. Ça sera toujours lié à la notion de couple. Mais comme ça, seulement, vous avez vos deux acides, vous dites c'est lequel est plus fort. Donc, vous devez toujours penser à ces couples-là. Vous retrouvez les couples dans lesquels ces acides se retrouvent, leur constante d'acidité ou leur potentiel en acidité. Vous faites la comparaison. C'est clair? Voilà. À la ligne. Ça, ce n'était qu'un exemple. On s'est appuyé sur l'acide chlorhydrique. Maintenant, si nous prenons le cas général, à la ligne, en généralisant,
en généralisant, on va avec virgule, la dissociation dans l'eau d'un acide fort est totale, de façon générale, parce qu'on ne pense pas seulement à l'acide chlorhydrique. Hein? On ne pense pas seulement à l'acide chlorhydrique, mais tout acide fort, on dit la même chose. Est total. Comme on peut prendre la forme d'un acide, HA, de façon générale, dans l'eau, nous aurons l'écriture qu'on a eue, H3O+, plus A-. Voilà. Et la solution, comme on a déjà tout dit là-bas, mais là en généralisant, on va dire les mêmes choses. La solution obtenue est neutre. Donc, le pH égale à 7. Voilà. Vous prenez donc la généralisation. Là. Chaque fois, nous prendrons un cas simple et nous prenons ce qui est général pour tous les acides forts. Oui? Tout à fait. Total. Acide fort. Voilà. Ça veut dire tout simplement, hein, il a demandé, est-ce qu'on peut dire que la dissociation dans l'eau d'un acide fort est totale? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Tout acide fort. Vous avez donné quelques exemples. On peut enrichir l'exemple et vous verrez que quand c'est un acide fort, ça suit donc ce schéma. Et la réaction qu'on obtient est neutre. Nous disons la solution qu'on a préparée en dissociant donc l'acide fort dans l'eau est neutre. Donc pH égale à 7. Ça va? Voilà, on a donc ici fait l'étude de la réaction de dissociation d'un acide fort dans l'eau. Si on a compris, allons maintenant plus loin, parce que nous, c'est aller vers les dosages. Oui? Une question. Oui. Vu qu'on est dans l'eau, on peut faire appel à l'équation de l'autoprotolyse. Tout à fait. Ici, nous nous appuyons beaucoup plus sur l'espèce qui est l'acide fort. Il vient de poser une question pour savoir est-ce que pendant que l'acide fort se dissocie, est-ce qu'on peut parler aussi de la dissociation de l'eau? Tout à fait. Les deux se font au même moment. Au même moment. Voilà. Ça veut dire qu'en dehors des ions hydronium venant de la dissociation de l'acide, il y a d'autres ions hydronium, même si c'est faiblement, qui viennent de la dissociation de l'eau. Donc, l'autoprotolyse de l'eau. Ça va? OK. Parce que vous verrez, vous trouverez par exemple dans certaines solutions neutres, j'ouvre une parenthèse, ne prenez pas ça, le chlorure de sodium, qui aussi la dissociation dans l'eau est totale. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'eau, ou les éléments qui sont dans la molécule d'eau ne participent pas à la formation des ions que nous aurons. On met tout simplement l'eau au-dessus de la flèche. On aura Na plus l'ion sodium plus Cl-. Si on fait l'inventaire des espèces chimiques dans cette solution, on penserait qu'il n'y a que le l'ion sodium et l'ion chlorure. Non, il faut penser à l'autoprotolyse de l'eau. Au même moment, il y a la dissociation de l'eau dans l'eau, qui est une réaction partielle, qui nous apporte, voilà. Et dans votre inventaire, vous citerez ces ions-là. Et s'il y a des molécules, il y aura la présence de l'eau. Mais pas ça, parce que ça disparaît, ça se transforme totalement en ça. Vous voyez? Je crois que c'est l'étude que vous avez menée, le cours, voilà. Donc, la molécule de chlorure de sodium disparaît totalement en se transformant en ion sodium et ion chlorure. Par contre, au même moment, l'eau apporte ces deux ions.
y compris elle-même, la molécule d'eau qui se trouve là-dedans. Ça va? Voilà. Alors, donc, nous sommes toujours sur la réaction d'un acide fort entre un acide fort et une base forte. Nous avons fait l'étude de la réaction, nous avons vu comment, et la solution qu'on obtient contient quoi? Ou elle est qualifiée de neutre. 1, 2. On va donc suivre les variations du pH au cours de la réaction. Donc, variation du pH au cours de la réaction. Petit a, expérience, même si nous n'allons pas réaliser l'expérience, mais nous allons décrire seulement, mais c'est réalisable. Il suffit qu'on ait des labos bien équipés. C'est réalisable. Alors, l'expérience, on va la décrire, puisqu'il est impossible de la réaliser. Pour suivre donc l'évolution de notre, du pH au cours de cette réaction. Notre réaction, c'était quoi? Acide fort dissous dans l'eau et nous donne une solution qu'on a qualifiée de solution neutre. Il faut donc, dans la représentation que nous allons faire, nous puissions confirmer cela. C'est clair? Alors, déjà, pour parler de pH, s'il faut mesurer, s'il faut suivre l'évolution du pH au fur et à mesure que nous allons mélanger l'acide avec... on va dissocier l'acide dans l'eau. Mais ici, nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'en réalité, nous étudions la réaction entre un acide fort et une base forte. Jusque-là, nous ne sommes que sur l'acide fort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, vous écrivez, on réalise un mélange. On réalise un mélange. Si ça ne va pas, vous dites, hein? Ça ne sert pas de... Hein. On réalise un mélange d'un acide fort et d'une base forte. On réalise un mélange d'un acide fort avec une base forte. Entre-temps, nous avons cité quelques exemples d'acides forts. On va aussi regarder du côté des bases fortes. Quelques exemples. Oui? L'hydroxyde de sodium. On y revient parce que vous avez déjà vu tout ça. Nous, ces exemples, c'est pour vous permettre de vous retrouver. Donc, NaOH, formule moléculaire. Quoi d'autre? Vous voyez? Hydroxyde de potassium. Voilà, hydroxyde de potassium. Le KOH. Bon, on en a d'autres. Alors là aussi, on parle de base forte. C'est les mêmes conséquences qu'un acide fort, c'est-à-dire la dissociation dans l'eau est totale. Maintenant, nous allons nous intéresser à la réaction proprement dite entre un acide fort et... Voilà. Donc, nous allons prendre, pour l'acide, on s'accroche à l'acide chlorhydrique.
Donc, nous aurons besoin de la solution d'acide chlorhydrique. En solution, comme je disais, c'est H3O+, voilà. Et la solution, on va prendre l'hydroxyde de sodium. En solution aussi, Na, et encore, voici l'écriture, voilà. Parce qu'on se dit, il y a excès d'électrons au niveau des doublés qui sont proches de l'oxygène. Donc souvent on écrit OH- ou HO-. Bon, les gens pensent qu'il faut mettre le moins du côté de l'oxygène. Alors, donc, on va écrire donc réaction ou équation de la réaction. Équation de la réaction. Donc, on fait le bilan. Donc, on prend les deux solutions. Voilà, donc nous sommes partis donc, de la réalisation de notre mélange entre un acide fort et une base forte. Et on a choisi ici, pour la circonstance, la solution d'acide chlorhydrique, qui s'écrit comme ceci, et la solution d'hydroxyde de sodium. Vous avez donc les ions sodium et les ions hydroxyde. Et donc, en écrivant l'équation de cette réaction, nous réalisons donc le mélange, nous mettons tout ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se former? Oui. Donc, la formation de l'eau avec le chlorure de sodium. Donc, les ions sodium venant de la base vont s'associer, mais nous sommes en solution. Donc, voici l'écriture. Solution de chlorure de sodium. Voilà. Et nous aurons donc ces ions. Nous connaissons déjà l'équation acido-basique. Donc, les deux donnent donc 2 moles de molécules d'eau. Alors, pour revenir à ce que nous venons de dire, je me rends compte qu'on est allé un peu plus en besogne, sinon les conclusions que nous venons de donner là sont utiles pour ce mélange-là, sont données pour le mélange entre acide fort et base forte, parce que nous voyons bien que, suivant nous voyons dans le membre des réactifs, nous avons les ions hydronium, les ions chlorure, les ions sodium, les ions hydroxyde. Ça va? Et du côté des produits, dans l'autre membre, nous avons les ions sodium, les ions chlorure et la formation d'un nouveau corps que nous n'avons pas au début. C'est clair? Alors, qu'est-ce que nous constatons? Puisque nous avons encore l'ion sodium et l'ion hydroxyde, l'ion chlorure plutôt, qui se retrouvent au second membre. Et on peut dire que ces ions-là sont... Voilà. Donc, les ions Na+ et Cl- sont... Voilà. Voilà, donc, en les éliminant, il nous restera donc H3 plus HO- donne 2 moles de molécules d'eau. Voilà. Spectateurs, parce que qu'est-ce que nous disons en chimie? Votre collègue vient de poser une question pour savoir si on peut généraliser, en prenant donc dans tous les cas, que si une espèce chimique, au cours de la transformation, ne change pas de forme ou ne change pas de formule, ça veut dire qu'il n'a pas subi la transformation. Ça va? Et on va le considérer comme un spectateur. C'est clair? C'est ce que nous constatons ici. L'ion sodium, venant de la base, se retrouve en solution, même si c'est à côté de l'ion chlorure, mais c'est en solution, c'est toujours l'ion sodium. C'est pour ça qu'on les appelle ions spectateurs comme l'ion chlorure. Une question là-bas? Oui? Vous avez suivi la question? Il veut savoir. Parce que j'ai l'impression qu'il est surpris ou il est étonné de voir cette écriture en disant que la réaction est maintenant totale.
Ça n'a jamais changé. Pourquoi? Je vais expliquer. L'acide fort, base forte, que ce soit même un acide faible, mais tout acide qui réagit avec une base, la réaction est totale. Donc, vous dites, les réactions acido-basiques sont des réactions totales. La réaction neutre, il n'y a pas de réaction neutre. C'est le milieu qui est neutre, c'est la solution qui est neutre. Il n'y a pas de réaction neutre. Vous avez suivi sa question, hein? Est-ce qu'il existe des réactions neutres? Il n'y en a pas. Il y a des réactions acide-base ou d'autres réactions avec d'autres corps. Il n'y a pas de réaction neutre. Regardez bien, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Pensez-vous que ça, c'est une réaction d'autoprotolyse de l'eau? L'autoprotolyse de l'eau, nous faisons quoi? C'est une réaction où l'eau se dissocie dans l'eau. Donc, 2 molécules d'eau s'additionnent pour donner les ions hydronium et hydroxyde. Mais regardez bien, ça c'est une réaction inverse. Et celle qui est totale, c'est la réaction là, qu'on appelle la réaction acido-basique. Parce qu'ici, l'ion hydronium représente l'acide, l'ion hydroxyde représente la base, et ça vous donne de l'eau. On appelle ça réaction acido-basique. C'est clair? Voilà. Maintenant, dans le cas de l'acide fort, base forte, la réaction acido-basique nous donne de l'eau. Donc, nous venons de confirmer la thèse de départ que quand vous mélangez un acide fort avec une base forte, le milieu est neutre. Parce que l'eau, on pense à l'eau pure. Ça va? Voilà. C'est-à-dire, partout où vous irez, quand vous mélangez un acide fort avec une base forte, la solution qu'on trouve à la fin, même s'il y a des ions chlorure, des ions sodium, vous voyez bien qu'on a déjà dit qu'ils ne participent pas à la réaction. Mais tout ça dans l'eau, donc cette réaction revient tout simplement à celle-ci, la réaction acido-basique, mettant l'ion hydronium contre l'ion hydroxyde dans l'eau. C'est clair? Puisque nous n'avons que de l'eau, l'eau, vous avez déjà dit que c'est une solution neutre. Ouais. Il y a encore une inquiétude? Est-ce qu'il y a une explication scientifique de leur non-participation à la réaction? Explication scientifique. Pourquoi ils ne participent pas? Est-ce qu'il y a une signification scientifique? Qu'est-ce que vous appelez signification scientifique? Une signification justifiée par les preuves et par l'expérience. Mais avec les moyens de bord, j'ai dit, nous ne sommes pas dans un labo. S'il y a une justification scientifique, il suffit d'écrire l'équation. En écrivant, nous voyons tous que l'acide fort est en solution, donc totalement ionisé. Ça va? La base forte en solution, totalement ionisée. Les deux solutions préparées séparément, on les mélange. Ça va? Et en écrivant notre équation, nous voyons bien qu'il se forme en réalité un sel, mais en dissous. Un sel dissous s'écrit aussi, comme ici. Ion sodium plus ion chlorure. C'est clair? Plus de l'eau. Mais même en mathématiques, quand vous écrivez une équation avec les x, si vous avez par exemple 2x moins x égale à 3, encore moins x, je ne sais pas, tout de suite vous dites quoi? Mais parce qu'on se rend compte qu'il y a moins x, c'est la même chose. Ça s'élimine, non? Et là aussi, ça s'élimine, c'est une équation. Nous disons équation de la réaction. Nous avons Cl-. Chez les autres, on ne met même plus les flèches, surtout quand les réactions sont équilibrées, on met une égalité. Hein? Ça devient une égalité comme en mathématiques. Vous verrez dans beaucoup de livres, une équation équilibrée, on met égal. Ça va? Nous avons Cl- dans le premier mot, on a Cl- dans le second. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine. Quelle preuve scientifique on veut? On élimine puisque ça n'a pas subi une transformation. Ça n'a pas changé de forme. Or, nous avons vu l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Les deux ne se retrouvent nulle part, sinon se sont transformés en molécules d'eau. Voilà la transformation. Tant qu'une espèce ne se transforme pas, ne change, puisque c'est depuis le collège qu'on veut dire qu'au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd,
Rien ne se crée, tout se transforme. Mais si ce que vous avez mélangé, vous retrouvez ça après la réaction, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. C'est pas ça. Oui, oui. Mais ce n'est qu'à cette assertion qu'on s'appuie. L'ion chlorure, je trouve ça sous cette forme, ça n'a pas changé de forme. J'élimine comme dans une équation mathématique. Forme l'ion sodium, voilà. Et je prends ce qui reste. Voici ce qui reste. Ce qu'on appelle la réaction acido-basique. Est-ce que se comprend là? Voilà. Donc, à la ligne, vous écrivez cette réaction est appelée réaction acido-basique. C'est celle-là qui concurrence la réaction d'ionisation de l'eau. Quand l'eau se dissocie dans l'eau, ça vous donne l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Et au même moment, les ions là se recombinent pour redonner deux. Voilà. Donc, c'est cette réaction qu'on appelle aussi réaction inverse de la réaction de dissociation de l'eau. Maintenant, dans l'autoprotolyse, il y a les deux. Ça va? C'est pour ça qu'on met deux flèches. C'est clair. Voilà. Hein? Voilà. Il y a dans un sens l'ionisation de l'eau, dans l'autre, la réaction là, acido-basique, qui est totale. Alors, on va continuer. Nous sommes sur donc l'évolution. On a réalisé notre mélange. Et on va suivre les variations du pH. Alors, dans notre expérience, puisque nous avons décrit l'équation, on va utiliser donc la notion de pH. Or, déjà, vous savez quel est l'outil, l'instrument utilisé pour mesurer le pH. Oui? Le pH mètre. C'est le pH mètre. On le cite pour plus de précision. Hein? Je sais qu'il y a le papier, oui, mais au labo, c'est beaucoup plus le pH mètre, pour plus de précision. Voilà. Alors, donc, nous aurons besoin d'un pH mètre. Donc, nous allons faire l'inventaire ou le matériel. Donc, astérisque à la ligne matériel. S'il faut réaliser l'expérience, qu'est-ce qu'il nous faudra? Alors, il nous faut donc un pH mètre. On dit calibré. C'est-à-dire prêt à me donner les valeurs dans les intervalles de pH que nous connaissons entre 0 et 14. Voilà. Il nous faut une burette. Graduée. Bon, point de vue contenance, on en a de plusieurs calibres. Nous, c'est d'abord comprendre qu'est-ce qu'il nous faut. Une burette graduée. C'est clair? Un bécher. D'autres disent bécher, d'autres disent bécher. Oui? S'il vous plaît. C'est ce que je disais, que nous voulons doser. Mais il faut quand même que je vous parle de ces instruments qui nous manquent ici pour que vous puissiez réaliser ce dosage. C'est clair? Vous, peut-être, vous n'allez pas vous arrêter seulement au Congo, mais c'est sûr que... Hein, mais même au Congo, il y a quelques labos qui existent. Les images, tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. C'est comme un petit pot, comme un petit gobelet. Ça va? Je vais me forcer puisque je vais faire le dispositif expérimental. Ça va? Voilà. Donc, il nous faut donc un pH mètre calibré, une burette, c'est un tube long qui est gradué. Il nous faut un bécher. Il nous faut un agitateur magnétique
Parce qu'au fur et à mesure que nous allons verser une solution dans l'autre, il faudra donc que le mélange soit homogénéisé, c'est-à-dire qu'au lieu que tu souffres à remuer toi-même, il y a un appareil qui existe pour, quand vous posez votre bécher là-dessus, il joue ce rôle-là pour faire que le mélange s'homogénéise. Donc, un agitateur magnétique. Quoi d'autre? Il nous faut donc, pour tout ça, il faut un support. Un support. Hein, qu'on peut appeler la potence. Oui, il y a une question? Oui. J'ai dit, je vais venir. Je veux venir. C'est moi qui fais le cours. Je sens votre besoin de voir comment est le bécher, comment est la burette. J'ai dit, moi aussi, j'ai des images ici. Ça va? Donc, calmez-vous. Prenez d'abord les noms, et puis je vais vous montrer quelques images hein, pour essayer de... Voilà. Alors, donc, ce matériel est nécessaire pour réaliser notre dosage, notre titrage. On peut dire dosage, on peut dire titrage. Moi, j'ai voulu donc faire que, dès que je parle de la réaction acide fort, base fort, on fait aussi le dosage. Après, on va passer à d'autres mélanges. Mais le dispositif qu'on donne, je ne veux plus le reprendre parce que ça sera le même pour d'autres mélanges. C'est clair? Voilà. Je commence par le support, donc la potence. C'est des barres de fer, ici qui se posent sur un plateau. Et avec des attaches, une fourche, sous forme de fourche, qui est, sur cette fourche, on fixe donc la burette. Donc, vous voyez, ça permet donc de retenir notre burette en suspension et qui a un peu la forme vers le bas d'entonnoir. Si vous voulez, hein, quand l'école peut reprendre, on peut solliciter de votre proviseur un petit voyage vers l'école militaire et je vous montrerai ça parce que là-bas nous en avons. Avec un petit robinet. Hein? Voilà la forme de notre burette graduée. Il y a des graduations. Et il y a ici posé un appareil qu'on appelle agitateur magnétique. Il y a des boutons pour le réglage de la vitesse. Et nous posons au-dessus, sur son plateau, le plateau donc d'agitateur, le bécher. Vous savez déjà qu'on a dit que la réaction là est très exothermique. On aura besoin de surveiller aussi la température. Donc, on va ajouter dans les éléments ce qu'on appellerait thermomètre. Donc, et on plonge là-dedans ce qu'on appelle une sonde pH métrique. Parce que ça, c'est pour le type de dosage qu'on appelle le dosage pH métrique. Une sonde qui, en contact avec la solution, à doser, permet ici, relié à l'appareil, qui est donc notre pH mètre. C'est un pH mètre numérique
où s'affichera donc les valeurs du pH. Je m'arrange à bien. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais. Voilà. Donc, on relie donc la sonde au pH mètre. Donc, pH mètre. Voilà. Et là aussi, il y a quelques curseurs qui permettent de régler. Donc, nous avons ici, on va nous mettre les numéros. Vous mettez une légende. Bon, sonde pH métrique et pH mètre, ça fait tout ça le pH mètre. Parce qu'il n'y a pas de pH mètre sans sonde. Et puis, bon, on va dire au 5e, la potence. Donc, pour certains, il y a un dernier élément que je n'ai pas cité, 6, le thermomètre. C'est aussi nécessaire dans le dosage. Un thermomètre. Voilà donc le dispositif qu'il nous faudra à chaque dosage. Ici, nous sommes dans le cas de solution d'acide fort et de base forte. Ça va? Voilà. Commençons par le numéro 1. Qui a retenu le nom? La burette. 2, là. 2, c'est pH mètre. 3, vu qui a retenu. Les autres, oui, c'est? Non, 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 regardez bien. Le support, c'est le bâton là et le bas là. Hein? Ouais. Oui? Il y a agitateur magnétique. Qui a un petit aimant qu'on plonge dans la solution parce que quand on met cet agitateur en marche, l'agitateur là tourne, fait un mouvement de rotation et ça permet au mélange de s'homogénéiser. Donc il y a une petite barre ou un petit barreau d'aimant dans la solution qui permet de tourner, commandé par cet appareil. C'est clair? Voilà. Bon, c'est ça, tout ça c'est l'agitateur magnétique. On ne va pas ajouter d'autres. Non. 4. Voilà, en fait, ça montre le récipient là. Bécher. Il manque encore 5. Donc la potence. Ou support. C'est grâce à ça qu'on fixe la burette en suspension et on pose tout le reste sur... Il y a un plateau qui est là, sur lequel on a fixé cette barre-là. Support. 6. Voilà, un thermomètre pour contrôler la température qui s'élève au fur et à mesure. Voilà. C'est pris? On fait vite, parce que pour les autres, nous ne reviendrons plus sur ça. On va tout simplement dire ce qui est essentiel. C'est clair? C'est difficile, hein? Non, il faut apprendre à dessiner depuis l'école primaire. Ensuite, voilà, nous avons le dispositif. Alors, donc, notre expérience consiste à mélanger. On a dit on doit mélanger l'acide fort
avec la base forte. Mais jusque-là, je n'ai pas encore dit qu'est-ce qu'on va doser. Ça va? Je suis dans ces généralités-là, vous dire, si vous réalisez votre mélange là, on a vu qu'on obtient une solution, dans le cas de l'acide fort, base forte, une solution neutre. Alors, donc, avec ce dispositif, le but ici, c'est d'abord suivre l'évolution du pH au cours de cette réaction, en réalisant votre mélange. Mais ce mélange-là, ça se réalise à partir de ce dispositif-là. C'est clair? Il y a la burette, là où nous allons mettre donc la solution titrée. La solution titrée. C'est quoi la solution titrée? Celle qui va nous servir de doser une autre solution. Donc, il y a deux solutions antagonistes. Une titrée, c'est-à-dire dont la concentration est connue, et l'autre, la solution attitrée, celle dont la concentration n'est pas connue. En fait, ces expériences sont beaucoup plus réalisées dans le cas où vous pouvez arriver dans un laboratoire. Il y a des produits chimiques qui portent des noms. Généralement, un flacon qui a un produit chimique donne toutes les caractéristiques de la solution. Concentration, masse molaire, densité, tout. Mais il peut arriver que dans le labo, vous puissiez perdre cette notice-là. Ou encore, il reste le nom, mais on ne sait pas quelle est la concentration, tout ça. Mais, voilà. Et dans le cas aussi des préparations des solutions qu'on peut utiliser plus tard, donc nous voulons fixer la concentration, nous. Ça va? Mais ça, c'est la préparation. Mais ici, dans le cas de réaliser cette réaction entre acide fort et base fort, donc il y a une solution qu'on place dans la burette, celle qu'on va appeler solution titrée, dont la concentration molaire, bien sûr, est connue. Donc, celle-ci, on la met dans la burette. La deuxième, ce sera la solution attitrée, dont on va chercher à déterminer la concentration. Ou à doser. C'est clair? Donc, je dis, la première, c'est celle qu'on va placer dans la burette. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On remplit jusqu'au dernier trait la burette. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on peut aller atteindre, suivre ces variations-là. Et la deuxième, c'est celle qu'on veut doser, qu'on veut déterminer la concentration. On la met dans le bécher. Ça va? Dans le bécher, on ne connaît pas la concentration, mais la quantité qu'on veut mettre dans le bécher, on peut mesurer. On peut la mesurer. Donc, on doit, au départ, connaître le volume qu'il faut mettre dans le bécher. Hein? Bon, cet instrument qu'on utilise pour mesurer ce volume n'apparaît pas dans le dispositif qui est là. Mais on se sert d'une pipette. On se sert d'une pipette pour mesurer le volume de la solution à doser qu'il faut mettre dans le bécher. Ça va? Encore que dans la burette, il suffit d'avoir un récipient assez grand et puis vous venez vous verser jusqu'au dernier trait de jauge, on appelle ça. Vous remplissez complètement. Donc, ici, ça sera rempli. Voilà. Et là, nous allons mesurer un volume donc, de la solution à doser que nous allons mettre dans le bécher. Et on commence à réaliser notre mélange en utilisant donc le petit robinet qui est là. Au laboratoire, on dit, il y a une première mesure qu'on appelle mesure rapide. On ne fait pas trop attention à l'écoulement. Ça va? Mais on peut faire passer, et puis, bon, surtout quand on fait le dosage colorimétrique. Je vais vous en parler même. Bon. Donc, parmi les dosages, il y en a 3 types de dosages. Il y a le dosage
puisqu'on a parlé du pH mètre là-bas, ce qu'on appelle pH métrique. Il y a un autre type de dosage qu'on appelle le dosage conductimétrique. Conductimétrique. Et le tout dernier, ici on utilise un appareil qu'on appelle le conductimètre. Il existe aussi. Et le dernier, c'est le dosage colorimétrique. Voilà. Ici, on utilise tout simplement la zone de virage, donc les indicateurs colorés. Indicateurs colorés. Dans la solution à doser, on met quelques gouttelettes d'un indicateur coloré bien choisi. Parmi ce que vous avez, je ne sais pas si on vous a parlé de ça dans le cours passé. Voilà. Et à chaque solution correspond donc un indicateur spécifique qui, en le mettant là, donne une teinte, une coloration face à cette solution. Si c'est une solution acide, il y a un indicateur qu'on utilise qui va donner une coloration dès le départ, avant de mettre la solution titrée dans le bécher. Donc là, on cherche quoi? La zone de virage, parce qu'il y aura une zone où, en versant cette solution dans le bécher, au fur et à mesure, on va constater quoi? Changement de couleur. Et dans ce type de dosage, le but, c'est de rechercher le début du changement là. Dès qu'on a un début de changement, on arrête. Et dès qu'on arrête, on fait quoi? On viendra lire à quel trait s'est arrêté la solution en versant dans le bécher au niveau du brédon. Les traits là permettent de lire le volume versé. À partir de là, on peut donc aller déterminer à un moment donné. Ben, nous allons aller pas à pas. Alors donc, ici nous allons donc réaliser un dosage pH métrique. On va d'abord écrire quelque chose à la ligne. Doser, c'est déterminer la concentration d'une solution. Doser, c'est déterminer la concentration d'une solution. Doser, c'est déterminer la concentration d'une solution. Alors ici, nous allons donc réaliser le dosage de l'acide, de la solution d'acide fort par la solution de base forte. Donc à la ligne, réalisons le dosage d'une solution d'acide fort par une solution de base forte. Par une solution de base forte. En quoi faisant? Il faut donc mesurer un volume de la solution à mettre dans le bécher. Ça va? À partir d'une pipette. Donc, tirez la ligne. À partir d'une pipette, jauger, c'est-à-dire qu'il y a des limites, c'est-à-dire quand vous mettez la solution dans la pipette, il y a des traits de limite, on ne peut pas dépasser. C'est pour ça qu'on dit jauger. À partir d'une pipette, on mesure un volume VA, de la solution d'acide fort à doser. De la solution d'acide fort à doser. La solution d'acide fort à doser. Placée dans le bécher. La solution. Placée dans
le bécher. OK? Deuxième tirée. On remplit la burette. Jusqu'au trait, jusqu'au dernier trait de jauge. On remplit la burette jusqu'au dernier trait d'une solution ou de la solution de base forte de concentration CB connue. C'est pour ça qu'on l'appelle solution titrée. Elle, on connaît sa concentration. Voilà. Et on met donc dans la burette. Voilà. Ensuite, on commence. On verse millilitres par millilitre. Parce que la burette est graduée en millilitres. Ça va? On verse millilitre par millilitre de la solution, ou tout simplement la solution de base forte, puisque ça est dans la burette, de base forte dans le bécher. Dans le bécher. Qu'est-ce qu'on fait? On est là, on tourne légèrement le petit robinet qui est là et on fait couler. Donc, comme on est à ce dernier trait, de là à là, ça fait 1 millilitre. Donc, on fait passer ça, 1 millilitre, et on note le pH de la solution. Donc, au même moment que nous mélangeons, le pH mètre nous donne la valeur de ce mélange, au fur et à mesure. C'est clair? Voilà. Alors donc, on verse millilitre par millilitre. Attention, j'ai mis un I là. C'est l'unité que j'ai mis, hein, ml. Millilitre, je crois que vous comprenez. Je n'ai pas envie d'écrire tout le mot. On verse millilitre par millilitre la solution de base forte dans le bécher. Et on enchaîne. Et on note la valeur du pH donné par le pH mètre. Et on note la valeur du pH donné par le pH mètre. Vous comprenez ce que, hein, ces séquences-là? Oui. On ne changera jamais. Mais au commencement, il y a une valeur. Parce que avant même de verser, c'est-à-dire la solution qui est dans la burette, dans le bécher, avant de commencer à verser, le pH là, le pH mètre, nous donne déjà la valeur de la solution qui est là, la solution seule. C'est clair? Voilà. C'est-à-dire que sans mélanger la solution titrée dans le bécher, on a déjà le pH de cette solution. De concentration connue, plutôt inconnue. C'est ici où c'est connu, là c'est inconnu. C'est clair? Et quand on commence à verser millilitre par millilitre, vous voyez, on fait passer 1 millilitre, le pH mètre donne une valeur. Donc la valeur du pH varie au fur et à mesure qu'on verse. Premier millilitre, deuxième millilitre, jusqu'à voilà, 1 millilitre. C'est clair? Voilà. Donc, on note la valeur du pH donnée par le pH mètre. Et on dresse un tableau des valeurs. Les valeurs de pH. Vous voyez? Nous, on n'a pas les valeurs, mais voici la forme du tableau.
que vous avez compris ce qu'on est tenté de réaliser. Ici, c'est la solution de base forte. Donc, qu'on va verser dans le... Donc, on aura besoin du volume de la base versée. Donc, en millilitres. Et on va noter la valeur du pH à partir du pH mètre ici. C'est clair? Nous savons que avant de verser, le volume versé est égal à 0 millilitres, n'est-ce pas? On aura une valeur. Je mets seulement au hasard 1 comme ça, je n'ai pas dit 1. Mais il y aura une première valeur, pH, qu'on va noter pH 0. Et si on continue avec 1 millilitre, on aura 1, 2, 3, jusqu'à un volume VB, qu'on peut dire, comme il a dit, N. Ça va? Et on aura aussi un pH N, voilà, lié au nème millimètre. C'est clair? Donc, je reprends pour récapituler. L'expérience consiste à mélanger deux solutions. La solution d'acide fort avec la solution de base forte. C'est clair? Ensuite, pour réaliser ce mélange, on a besoin d'un dispositif. C'est celui-ci, dont nous avons une burette où on met la solution titrée, donc de concentration connue, celle qui nous permet de réaliser le dosage. Dans le bécher, on met la solution dosée, donc attitrée, dont la concentration est inconnue dans le bécher. Il nous faut un volume et il faut le prélever en usant une pipette. Si c'est 10 ml, on doit mesurer 10 ml. Si c'est 20, on met là. Et tous les éléments compris, on commence à verser millilitre par millilitre en remplissant ce tableau. Le but donc de ces valeurs, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Construire la courbe donnant les variations du pH en fonction du volume de la base forte ou de la solution de base forte versée dans le bécher. Voilà l'objectif. C'est la construction de cette courbe. Et c'est cette courbe que nous allons analyser pour finalement aller jusqu'à la détermination de cette concentration. C'est clair? Voilà. On parle de la grandeur. Bien. Arrivé ici, vous voyez, on a notre dispositif et on doit donc prendre toutes ces valeurs et construire cette courbe. Voilà. Donc, allons à la construction de la courbe. Alors, en mathématiques, donc, nous allons faire recours aux mathématiciens. Tracer une courbe, il faut un repère, un système d'axes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, notre système d'axes, on aura besoin de deux axes, puisque nous avons deux grandeurs, le volume et pH. Donc, on aura en abscisse VB, volume de la base forte, de la solution titrée, donc de base forte. En ordonnée, nous avons donc le pH. Donc, les différentes valeurs du pH. On va placer là. Voilà. Est-ce que ça va suffire? On va se contenter de la place. Voilà. Donc, axe vertical.
On va tout simplement donner l'allure, puisqu'on n'a pas de valeur pour qu'on construise. Donc, le volume de la base versé en millilitres. Et en ordonnée, nous avons le pH de la solution pour chaque millilitre versé. C'est clair? Alors, le tableau des valeurs. Comme en mathématiques, on va placer donc ces différentes valeurs. On donne tout simplement l'allure. On partira donc d'une première valeur du pH pour un volume versé égal à 0 ml. Il y a un pH de la solution qui est dans le bécher. Qu'on aura ici. Donc il y a un point important, le point de démarrage. Et nous allons constater dans l'allure que prendra la courbe, c'est que les pH croissent d'abord légèrement dans une zone qu'on va délimiter après. Donc, le pH croît légèrement, je peux dire de A à B, c'est comme une droite. Et en un point donné, à une valeur donnée du pH, donc correspondant à un volume donné, subitement, une croissance rapide du pH est constatée. Et donc, on appelle ça un saut de pH. Il y a un saut de pH. Vous voyez, pour une croissance faible du volume versé, il y a croissance brutale, même on dit, du pH. Donc, un saut de pH qui surprend même. Et en un point C, on reprend donc la croissance légère du pH jusqu'à la fin donc de... On aura fini toute la solution qui est dans la burette. On aura vidé donc la burette et on aura donc cette croissance rapide d'abord de B à C. Et on va mettre ici D. Donc, on découpe la courbe en 3 zones. Ça va? Prenez l'allure de la courbe, et puis on va la commenter au fur et à mesure. Prenez l'allure de la courbe. Déjà fait? Je ne fais pas de crayon. Faites un peu vite parce que ça, ce n'est que le premier dosage, mais on va utiliser celui-ci pour tout simplement faire des simulations pour les autres et on va donner l'essentiel. Voilà. Et juste vous donner l'allure des courbes qu'on aura obtenues pour d'autres dosages. Parce qu'il y a acide fort, base forte, on peut aussi faire dosage de la base forte par l'acide fort. On peut aussi, donc on a acide faible dosé par... Non, les solutions doivent être contraires. Ça ne peut pas être acide-acide. On dit réaction acide-base. Donc, on commence par acide fort, base forte. On aura acide faible, base forte. On aura aussi base faible. Voilà. Et on fera quelques commentaires si on faisait base forte, acide fort. Voilà. On va prendre pour ces 3 cas-là. Donc, on prend rapidement l'allure. Et puis, on va commenter cette allure. Et on passe à ce qui est essentiel. Ce qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution à doser. Donc, la recherche du point d'équivalence. Alors, nous avons donc cette courbe qui n'est autre que le pH, comme les mathématiciens le disent, VB versé. Alors, une première observation, on voit,
une croissance légère entre A et B du pH. Point d'équivalence. On a dit, au point d'équivalence, la quantité d'acide à doser est égale à la quantité de la base versée. C'est clair? Voilà. Et je posais une question pour dire quelle est la relation qui lie la quantité de matière, puisque les N là sont que des quantités de matière. Quantité de matière, concentration, volume. Pour le cas de l'acide, oui, là-bas. Quantité de matière égale le produit de la concentration par... Le volume. Voilà, donc on transforme cette égalité en disant CA fois VA égale à CB fois VB, mais le volume versé à l'équivalence. Ça va? Voilà. On prend ceci. Je vous donne la relation, mais on va revenir sur comment, sur la courbe, déterminer, parce que c'est ce qu'on a dit, détermination du point d'équivalence. Comment déterminer sur la courbe ce point? Voilà. C'est bon? Voilà. Et vous voyez bien qu'à partir de cette relation, voici la concentration à déterminer. Ça va? Conséquence, CA sera égal à fois le volume de la base versé à l'équivalence sur... Voilà. C'est clair? Et revenons donc à la détermination proprement dite du point E. On va mettre un tiret, méthode. 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 On détermine le point d'équivalence E. On détermine le point d'équivalence E en traçant deux droites tangentes à la courbe. En traçant deux droites tangentes à la courbe. En traçant deux droites tangentes à la courbe. Au point B et C. Au point B et C. En traçant deux droites tangentes à la courbe au point B et C. C'est bon? Ces droites doivent être parallèles. Doivent être parallèles. Ces deux droites doivent être parallèles. Point. Ensuite, donc à la ligne, ensuite, on trace une perpendiculaire aux deux droites parallèles. Donc à ces deux tangentes-là. On trace une perpendiculaire aux deux droites parallèles. Ensuite, on trace une perpendiculaire aux deux droites parallèles et on recherche le milieu, le point milieu de cette perpendiculaire.
Et on recherche le point milieu de cette perpendiculaire, par où on trace une troisième droite parallèle aux deux premières. Par où on trace une troisième droite parallèle aux deux premières. On trace une troisième droite parallèle aux deux premières. Donc, cette troisième droite passe par le milieu de la perpendiculaire. Parallèle aux deux premières droites. Coupant la courbe, coupant la courbe, le mot ne vient pas, coupant la courbe en un point appelé point d'équivalence. Coupant la courbe en un point appelé point d'équivalence. Voilà. Coupant la courbe en un point appelé point d'équivalence. E. Voilà, on suit, parce que ça c'est la théorie maintenant, il faut tracer une tangente en un point. Vous voyez, la partie de la courbe est curviligne. Ça va? Alors, on pose donc ici une première, pour tracer la première tangente au point que j'ai placé. Et c'est par rapport à cette tangente qu'on va tracer la deuxième, puisqu'elle doit être parallèle. On va l'appeler T1. Ça va? Ensuite, en tout cas, si les yeux ne me trompent pas, on va aller vers l'autre point, tout en s'assurant que ma règle ou mon équerre ou alors, on fait comme les mathématiciens, je prends déjà la perpendiculaire et à partir de la perpendiculaire à la première, je peux chercher la deuxième droite qui est parallèle en passant par le point B. Vous voyez? L'outil que j'ai, on peut l'utiliser comme il se doit. Voilà. J'ai ma deuxième tangente au point B. On suit là. J'ai déjà tracé ma perpendiculaire. Elle est là. Aux deux tangentes, T1 et T2. C'est clair? Alors nous allons, je n'ai peut-être pas le compas, chercher le point milieu entre sur cette donc perpendiculaire, 1 cm, là aussi je prends 1 cm, et de là à là. Alors, je pense que, voilà, on a tout simplement l'allure. Le point milieu supposé être là, et en ce point, nous allons tracer une troisième droite parallèle aux deux premières. Là aussi, je peux me servir de l'angle droit. Voilà, puisque ce sera parallèle. J'ai déjà obtenu mon point. Voilà. La troisième droite parallèle aux deux premières. Passons par le milieu de la perpendiculaire. Coupe donc la courbe en ce point. Voilà. Appelé point d'équivalence. Voici comment on construit le point d'équivalence sur les courbes de dosage. Ça va? Alors, comme dans un repère, ce point a ses coordonnées. On va donc projeter ce point sur l'axe des abscisses. Et l'abscisse de ce point, c'est un volume. C'est quel volume? Hein? Voilà, le volume versé à l'équivalence. Ça va? Et
par la suite. On projette aussi. L'ordonnée du point d'équivalence. Sur l'axe des ordonnées. Je vois. Nous avons donc le pH de la solution au point d'équivalence. Et on va donc tirer une conclusion pour ce que nous venons d'obtenir. Ça doit apparaître au niveau de vos courbes. C'est fait? Voilà. Pendant que moi j'ai complété ma courbe, vous le faites aussi dans votre cahier. Alors, on a tracé les tangentes, on a déterminé notre point d'équivalence. C'est pour dire que au point d'équivalence, le point E lui-même a pour abscisse, donc volume versé à l'équivalence, donc de la base forte versée à l'équivalence, et pour coordonnées PHE, dont on avait dit égal à combien? La solution obtenue entre acide fort et base forte est neutre, donc 7 à 25 degrés Celsius. Voilà. Il faut récapituler que c'est au même point, N acide, puisque l'acide est représenté par les ions hydronium directement ici, et l'ion hydroxyde qui représente la base. Donc, quantité d'acide égale à quantité de la base. Point de vue concentration, on peut aussi écrire la concentration à l'équivalence de l'ion hydronium est égale à la concentration, je crois qu'on peut le dire, puisque la solution étant neutre. HO moins à l'équivalence. Et ce qui nous a permis d'écrire CA fois VA égale CB fois VBE. Et on a déduit la concentration de l'acide à dose. Voilà donc pour ce premier dosage dont on a balayé la préparation de la solution, donc l'étude de la réaction, suivie de l'évolution de la variation du pH et jusqu'au tracé de la courbe de dosage, tout en sachant que doser, c'est déterminer la concentration de la solution à doser. Donc, on veut titrer. C'est bon? Voilà. Réaction entre un acide faible et une base forte. Réaction entre acide faible et une base forte. Comme j'ai dit, c'est la même démarche. On ne va plus trop perdre du temps. On sait les grandes lignes. Le dispositif, c'est le même. On précisera quelle est la solution à mettre dans la burette, laquelle sera dans le bécher, et on va directement à la courbe. C'est clair? Et à la conclusion. Voilà. 2.1. Étude de la réaction. Je récapitule pour dire que quand on veut réaliser un dosage d'une solution d'acide fort avec une solution de base forte, on commence par d'abord faire l'étude de la réaction. Comment se comportent donc les deux espèces, les deux solutions ensemble? Donc, l'étude de la réaction, c'est d'écrire l'équation de la réaction entre la solution d'acide fort
Et on est arrivé à la conclusion, la réaction d'une solution d'acide fort avec une base forte est assimilable ou est comparable à la réaction acido-basique entre les ions hydronium et les ions hydroxyde. Et ce qui nous amène à dire tout simplement que la solution qu'on obtient n'est autre que de l'eau. Donc c'est une solution neutre. Donc on peut dire à 25 degrés le pH avoisine 7. Voilà. Après cela, on a donc réalisé le dosage d'une solution qui consiste à déterminer la concentration de la solution à doser. Et ici, on a réalisé donc le dosage de la solution d'acide fort par une solution de base forte. Voilà. Et nous avons placé donc dans la burette la solution titrée, celle dont la concentration est connue, c'est celle donc la solution basique, donc base forte. Et dans le bécher, nous avons placé la solution d'acide fort à doser. En prélevant avec une pipette un volume de départ, donc le volume de la solution à doser. Et ensuite, on a versé millilitre par millilitre jusqu'à la dernière goutte de la solution qui se trouve dans la burette, en notant progressivement pour chaque millilitre les valeurs du pH. À la fin de cette expérience, on dresse un tableau où nous avons une colonne, les variations du volume, et l'autre colonne, variation de pH. Et on trace donc la courbe de dosage qui est encore là au tableau. Que nous avons commenté dans sa première partie, croît légèrement, avant de subir un saut de pH dans une croissance rapide, pour un petit intervalle de volume, et croît légèrement. Et nous avons fini par déterminer le point d'équivalence, qui est un point très important, par où la quantité d'acide dosé est égale à la quantité de la base qu'on a versée dans le bécher. Et à partir des relations donc, que nous connaissons, quantité, concentration, volume, on est arrivé à déterminer donc, la concentration. Voilà, nous en avons terminé. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.